En progressant dans le temps d'un point à l'autre, écrivait Marc Roscoe, l'œuvre d'un peintre évolue vers la clarté, vers l'élimination de tous les obstacles se dressant entre le peintre et l'idée, entre l'idée et le spectateur. Marc Roscoe était un être et un artiste très singulier. En 1947, après plusieurs années d'expressionnisme figuratif, empreint de considérations sociales, intellectuelles et surtout humanistes, après quelques années de surréalisme où s'affirme déjà cette division horizontale qui sera sa marque de fabrique, toute allusion figurative disparaît de ses toiles pour ne plus jamais y revenir. Abandonnant d'un coup tout son héritage plastique, le peintre s'exprimera désormais par le rectangle et par lui seul, même si ce ou ces rectangles semblent se dissoudre pour la plupart dans un brouillard qui en ronge les contours. Regardez cette entrée de métro qui date de 1938. L'influence de Matisse s'y fait fortement ressentir, même si la palette est déjà une exploration personnelle de Roscoe. Regardez ces seascapes, tableaux biomorphiques évoquant des paysages sous-marins, qui sont les dernières tentatives figuratives de Marc Roscoe. Kandinsky et Max Ernst ne sont pas loin. Longtemps médités par l'artiste et peints semble-t-il pour être médités par le spectateur, ces tableaux vibrent maintenant d'imperceptibles nuances qui suggèrent plus qu'elles n'imposent des variations sans fin d'une austérité éblouissante. Ces toiles s'agrandissent et son coloris s'assombrit progressivement. Rouge et brun sombre, dense, épais et surtout vert presque noir envahissent la toile aux dépens des roses frais et des jaunes orangés de ses débuts. Regardez cette série de peintures en gris et noir exclusivement. Elle sonne comme une suite logique de la recherche spirituelle exigeante de Marc Roscoe. Regardez ces chapelle paintings, groupés en triptyques et de très grands formats. Organisées en champs presque monochromes, elles créent un espace quasi mystique qui semble dégagé de toute pesanteur. La carrière de Marc Roscoe avait véritablement démarré dans les années 50 grâce au soutien du critique Duncan Phillips. En consacrant au peintre une salle entière de sa fabuleuse collection, Phillips réalisa l'un des rêves du peintre qui craignait que les visiteurs ne soient perturbés par la vue d'œuvres d'autres artistes. Marc Roscoe partage une sorte de communauté avec Paul Klee, celle des peintres extrêmement cultivés, aimant passionnément la littérature comme la musique et très intéressés par la mythologie grecque ou la philosophie, en particulier celle de Freud ou de Nietzsche. L'évolution de l'art, écrivait en des termes un peu différents Friedrich Nietzsche dans La naissance de la tragédie, est liée au dualisme de l'art apollinien du sculpteur et de l'art dionysiaque du musicien, engendrant au terme de leur conflit ce miracle qu'est la tragédie attique. Cette phrase me hante, et chaque fois que j'y repense, je lui associe Paul Klee et Marc Roscoe, tous les deux poètes sensibles de la peinture. Avec Barnett Newman et Clifford Still, Roscoe a créé une nouvelle façon de peindre, le color field painting, qui peut se traduire par composition de champs colorés. C'est par la pose sur la toile de bandes de couleurs aux contours mouvants qu'il a atteint cette dimension spirituelle unique ou presque dans l'histoire de la peinture. Je veux, écrivait Marc Roscoe dans le New York Times, exprimer une idée complexe en termes simples. Je suis pour les formes planes, car elles détruisent l'illusion et révèlent la vérité. À contempler ces dernières toiles, tout indique que lorsque Marc Roscoe s'est donné la mort en 1970, il était sur le point de révéler une vérité que nombre de jeunes peintres, aussi bien européens qu'américains, espèrent encore aujourd'hui trouver dans son œuvre. Lui, qui se voyait en faiseur de mythes, n'avait pu supporter l'idée qu'un anévrisme de l'aorte l'handicape au point de lui interdire les grands formats. Alors Marc Roscoe est entré dans la légende maudite de l'art.